L'institution s'est construite au fil du temps et en fonction de l'évolution des mentalités et des besoins. Nous sommes nés comme un centre d'archives pendant la guerre, dans la clandestinité, avec l'idée de rassembler des preuves de ce qui était en train de se passer en France et en Europe. Dans les années 80, ce qui prévalait, 90, c'était le combat contre le négationnisme. Et on voit ces 10 dernières années une thématique particulière qui est née parce qu'au contact des enseignants, nous nous sommes rendus compte que l'antisémitisme existait beaucoup plus qu'on voulait bien nous le dire. Et nous avons pris conscience, au contact des enseignants et des scolaires, que le mémorial devait également évoluer sur ce terrain-là. L'idée d'enseigner et de former les enseignants, c'est bien sûr toujours pour ne pas oublier, mais c'est aussi devenu un outil pour combattre les maux actuels de notre société, le racisme, l'antisémitisme en particulier. La Shoah, c'est une histoire qui ne cesse de s'écrire, de se compléter, de se réécrire, de se creuser. Le fait que le mémorial se soit investi dans la formation, et notamment la formation des enseignants, vient d'une demande. Des enseignants qui amenaient leurs élèves ici, se tournaient vers nous en disant voilà, est-ce que vous faites des conférences, est-ce que vous faites des formations, est-ce que vous faites des stages pour les enseignants, notamment dans le cadre de la formation continue. On a besoin de sortir des problèmes quotidiens de la salle de classe aussi, pour renouveler ses connaissances, véritablement. Vous avez tous les cas de figure. Vous avez l'enseignant qui veut se former, comme il se formerait à un autre sujet. Et il vient nous voir. Voilà. Vous avez l'enseignant que le sujet intéresse, parfois personnellement. Puis vous avez l'enseignant qui vient chercher des réponses à des difficultés qu'il peut éventuellement rencontrer en classe. Aussi bien dans la mise en œuvre de ces cours, parce que ce sont des cours qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre, que face aux questionnements des élèves qui peuvent être multiples et parfois dérangeants. Le travail organisé par le mémorial pour former les professeurs est vital. En organisant ça de manière rigoureuse, en donnant la parole à des témoins, à des historiens, à des psychologues, à des philosophes, à des politiciens, le mémorial fait un travail. Et si le mémorial ne l'organisait pas, qui l'organiserait? Nous n'entrons pas dans cette histoire par l'émotion, elle est incontournable. Et nous y venons nécessairement. Mais nous essayons d'abord d'entrer dans cette histoire par l'histoire politique et montrer que cette histoire politique, elle nous concerne absolument tous. Je pense que c'est un sujet qui demande d'être armé, d'être savant. Il faut être solide. Nos élèves sont forcément sensibles à l'actualité et il faut savoir répondre à ça. Parce qu'ils attendent ça de nous aussi. Parce qu'ils cherchent à nous provoquer, mais ils attendent aussi des réponses. C'est pas juste les idiots qui sont racistes, c'est pas juste les gens incultes qui sont racistes. On fait tous des erreurs de raisonnement, on tombe tous dans ces panneaux-là. Au Mémorial de la Shoah, j'anime un atelier qui s'appelle « Désamorcer les pièges de la pensée ». Il s'agit de revenir sur des mécanismes de pensée, des erreurs logiques qui peuvent servir de trame à la propagande. Il n'y a pas de génocide sans propagande, il n'y a pas de propagande sans ancrage de préjugés. Il s'agit d'abord de les connaître pour pouvoir les reconnaître, et puis ensuite d'apprendre à dépluguer cette espèce de raccourci qui nous fait tomber dans des racismes. Le sophisme, il est fabriqué pour manipuler. Je connais un type qui est italien, c'est un voleur, tous les Italiens sont des voleurs. Je connais une blonde qui est nulle en sport, toutes les blondes sont nulles en sport, etc. etc. C'est pas juste le gros préjugé quand même. J'ai quand même une démarche un peu rationnelle. Je vais aller chercher quelques exemples. Seulement quelques exemples, c'est pas suffisant pour passer à l'universel. On le sait que quand on parle un petit peu trop vite, mais on n'en voit pas l'ampleur en fait. On n'imagine pas à quel point ça peut être loin de la réalité. L'utilisation de la logique pour démanteler un préjugé, ça m'a vraiment impressionné. On retirait chaque phrase pour voir comment il l'interprétait et si c'était faux, vrai, quel élément était perturbateur pour nous faire croire quelque chose. Chaque préjugé qu'on utilise est basé sur quelque chose qui est complètement faux.
J'en ai comme tout le monde, je les critique, mais je pense que j'en ai, donc c'est plutôt difficile à s'en débarrasser, mais je pense que c'est un travail à faire. L'idée, la règle du jeu, c'est d'accepter que tout peut se dire. Et tout peut se dire parce que nous sommes là pour tout entendre et nous avons envie que les élèves sortent de leur tête ce qu'ils n'ont jamais osé dire. En menant ce dialogue, qui est souvent des questions-réponses, on avance progressivement, progressivement, progressivement. C'est important de sentir qu'on est écouté puisque justement il n'y a pas de préjugés. De préjugés sur nous comme quoi on est des jeunes, on va dire n'importe quoi parce que de toute façon on ne connaît rien à la vie, comme on entend partout. Ce matin il n'y a pas eu de préjugés. Ouais, ça fait du bien. Si vous revenez, il faudra leur dire. On ne vous croira pas, mais il faudra leur dire. On a entendu ça pendant tout le temps, on était au camp. Mais donc, quand on m'a donné l'occasion d'accompagner les élèves pour parler, pour moi, je ne faisais que ce que j'avais promis de faire. Auschwitz, c'était surtout un nom. C'était un nom sur une carte, et voilà, qui était chargé d'histoire, certes, mais c'était juste un nom. L'entrée dans le camp, c'est très frappant. On s'est tous dit que nous, on arrivait entre amis, on va entrer pour visiter un site historique. Le décalage avec l'histoire réelle de gens qui sont arrivés par ici sans savoir ce qu'il y avait de l'autre côté du mur et qui, pour la grande majorité, n'en sont jamais ressortis, ça nous a vraiment, on en a tous pris conscience sur le moment, justement sur ce trajet. Ils ont quand même été préparés par leurs professeurs et maintenant ils sont préparés par le mémorial avant de partir. Et bien quand ils arrivent sur les lieux, ils sont complètement bouleversés. D'abord ils ont très froid. Et la première des choses qu'ils demandent, mais comment vous avez fait? Ils savent qu'on n'était pas habillés, qu'on n'était pas chaussés. Ils disent mais comment vous avez fait? Je leur réponds, à dire vrai, je ne sais pas comment. Comment on a tenu, j'en sais rien. Donc, quand on est entré dans l'un des baraquements, qu'on a vu une planche de bois, je ne me souviens plus de la taille, je ne saurais pas chiffrer, mais qui était vraiment pas grande. On avait beau nous dire, il dormait à 5. Là-dessus, on le comprend. Après, est-ce qu'on réalise que c'est vraiment de dormir à 5 sur une planche aussi? Je ne suis pas sûr. Moi, il y a vraiment une chose qui m'a marquée, c'est quand on a vu les photos des femmes. Donc c'est un grand couloir où il y a toutes les photos. Et je pense que peut-être 90% des femmes qui étaient sur les photos souriaient. Et voilà, et ça, vraiment, ça m'a vraiment rendue triste. J'ai essayé d'imaginer le courage qu'elle pouvait avoir. Et ce moment, vraiment, je pense que c'était vraiment le moment le plus marquant du voyage. J'ai commencé à imaginer, à comprendre, et je pense que c'était le pire moment pour moi. On ne peut pas ne pas être ému à Auschwitz. Mais ce qui est important, c'est de les préparer pour faire en sorte qu'ils comprennent historiquement ce qui s'est passé à Auschwitz. Il y a dans notre pays, aujourd'hui, une véritable montée de l'antisémitisme, une véritable montée de l'intolérance. L'idée, c'est véritablement de permettre à des élèves de se construire, y compris politiquement, au sens noble du terme. Nos enfants et leurs enfants et les générations d'après vont avoir besoin de savoir ce qui s'est fait, de savoir l'horreur qui a eu lieu. Il faut impérativement que les gens se souviennent, que les gens sachent, que les gens se renseignent. Et du coup, je pense que ce voyage, ça a été quelque chose de fondateur pour tous les étudiants qui y sont passés. Il y a des lettres absolument touchantes que les élèves écrivent en disant, par exemple, merci madame d'être venue, soyez tranquille, on transmettra, on parlera à nos enfants. Enfin, eux nous font la promesse qu'ils vont en parler, et c'est tout ce que l'on attend d'eux. En fait, on a décidé d'une évolution qui s'est faite, je dirais, à la suite des attentats. Après l'attentat, il y a eu un plan Vigipirate qui, en fait, a
interdit aux écoles de venir au mémorial. Et après avoir été tétanisé pendant 15 jours, 3 semaines, on a réfléchi à un autre mode de travail. On a commencé à aller dans les établissements scolaires. Et on s'est rendu compte finalement que l'impact du mémorial sur le terrain, quand on sortait du mémorial, était décuplé. Ce qui a changé, c'est l'idée de la rencontre. C'est qu'on a compris qu'il ne fallait pas se contenter d'attendre les élèves et les professeurs, mais que le mémorial allait devoir également sortir des murs, repousser les murs, d'aller le plus loin possible. Donc on va multiplier les interventions pédagogiques, les ateliers, les expositions itinérantes. L'idée est de ne plus attendre. L'idée, c'est d'aller là où les gens vivent, pour partager avec eux et mieux engager le dialogue.